Bonjour à tous. Nous allons passer une petite heure aujourd'hui autour du vieillissement du cœur et des vaisseaux. Et on va se concentrer sur de la physiologie, c'est-à-dire quelque chose qui va nous arriver tous et qui va être un processus inéluctable. On va d'abord passer un petit peu de temps sur de la physiologie vasculaire, avec un petit QCM pour nous illustrer la complexité de ce qu'est finalement l'arbre artériel, et donc mieux comprendre, je l'espère, l'interaction du cœur avec les vaisseaux. Alors, sur tous ces petits ustensiles qui sont représentés sur la diapositive, on doit avoir en tête que la modélisation du couplage ventriculo-artériel va passer par une seringue qui va représenter le ventricule capable de générer un flux pulsé. Et on va avoir ensuite besoin de trois petits objets pour modéliser l'arbre artériel en lui-même. La sarbacane qui va représenter les premiers centimètres de l'aorte, un ballon de baudruche qui va représenter une structure compliante et être finalement là pour modéliser le comportement de l'aorte et des grosses artères qui, on va le voir, sont riches en fibres élastiques. Et puis vous avez un petit élément résistif qui est représenté également, qui représente les structures artériolaires. On va revenir sur tous ces éléments. Ce qu'on vient de décrire, c'est décrit dans la littérature de la physiologie cardiovasculaire comme le modèle à trois éléments de Wien-Kessel, avec l'impédance caractéristique de l'aorte qui est représentée par la sarbacane, la compliance aortique par l'élément élastique, le ballon de baudruche en particulier, en l'occurrence, et puis les résistances artériolaires qui est représentée par l'élément artériolaire. Tout ceci est intégré dans ce qu'on va appeler la rigidité effective artérielle ou l'élastance effective artérielle dans cette littérature de la physiologie. Alors, si on veut représenter ça en action, vous avez ici représenté un schéma, un modèle de Wien-Kessel, avec sur la gauche une pompe pulsatile, c'est le ventricule gauche ou le ventricule droit, qui éjecte dans un tuyau. Et vous voyez que c'est un tuyau relativement complexe, cet arbre artériel, avec les premiers centimètres qui sont représentés par ce tube rigide. Puis, vous avez un ballon de baudruche et l'élément résistif. Vous voyez, première chose, importante, c'est qu'on passe, grâce à ce système de Wien-Kessel, d'un flux pulsé généré par la pompe cardiaque à un flux continu qui va en permanence alimenter les organes. Deuxième rôle important de cet appareil artériel, ça va être d'éviter les à-coups de pression pendant la systole et à l'inverse, la chute complète de la pression pendant les phases de diastole, grâce à l'énergie et le sang qui va être accumulé dans le ballon de baudruche. Vous voyez que la pression va fluctuer dans le système artériel entre deux valeurs qui sont relativement proches l'une de l'autre, avec une différentielle relativement faible, ce qui permet effectivement d'avoir des organes bien perfusés, sans lésion d'organes, au niveau des souffrances endothéliales. Ça, c'est de la physiologie. Vous avez compris qu'on avait ici l'impédance caractéristique de l'aorte, la propriété de compliance aortique qui est schématisée, représentée, et puis les résistances à l'écoulement du sang qui sont situées au niveau artériolaire en pratique. Petit élément supplémentaire qu'on ajoute et qu'on doit avoir en tête dans cette compréhension de la physiologie artérielle, parce que ça va être puissamment modifié par le vieillissement, c'est la notion de réflexion de l'onde de pouls. Le cœur, à chaque fois qu'il va se contracter, va générer une onde mécanique qui va parcourir l'arbre artériel du cœur vers la périphérie. Et cette onde de pouls, comme toutes les ondes, va être sujette à réflexion et va donc revenir en sens inverse. Le retour de cette onde de pouls est visualisable sur le profil de pression qui va régner à l'intérieur du culot aortique. Vous avez le temps qui défile en abscisse ici en ordonnée la pression. Eh bien, vous voyez qu'il y a un petit bump, une petite surpression qui s'installe dans le culot aortique au moment du retour de l'onde de pouls. Et en physiologie, parce que la vitesse de l'onde de pouls est relativement faible en raison des propriétés élastiques de l'arbre artériel,
Et du coup, on a un retour de l'onde de pouls qui se fait juste après cette petite incisure, on appelle ça l'onde d'Icrotte, qui correspond au moment de la fermeture de la valve aortique. En d'autres termes, le retour de l'onde de pouls en physiologie se fait au moment de la diastole et va entraîner une petite surpression que le cœur, le ventricule gauche en l'occurrence, ne va pas voir puisqu'il va survenir alors que la valve aortique est déjà fermée. C'est ce petit retour de l'onde de pouls qui est schématisé ici. On a pendant la systole l'éjection de sang et le parcours de l'arbre artériel par une onde mécanique de cisaillement qui va être perçue comme le pouls, au niveau radial par exemple, qui va aller du cœur vers la périphérie. Cette onde de pouls se réfléchit sur les divisions des structures artérielles et artériolaires et revient au cœur. Au niveau d'un sujet jeune, ce retour de l'onde de pouls au niveau du cœur se fait pendant la diastole, juste après la fermeture de la valve aortique. On va voir que ça joue un rôle important, notamment pour la perfusion des artères coronaires, puisque vous savez que les artères coronaires sont perfusées pendant la diastole. Ça, c'était les petits rappels, les petits acquis qu'on avait besoin d'avoir en tête pour comprendre maintenant ce qui se passe en physiologie du vieillissement cardiovasculaire. Et je vais prendre un fil rouge qui va nous permettre de décliner finalement les principales caractéristiques d'un arbre artériel et d'un cœur qui vieillissent de manière physiologique. Évidemment, c'est un fil rouge et un a priori qui est fait, un artifice de présentation. Alors, premier élément, on va prendre comme l'élément premier du vieillissement cardiovasculaire la chute de la compliance de l'aorte et des grosses artères, c'est-à-dire la perte des propriétés élastiques. En effet, dans la paroi de ces artères, de ces grosses artères, avec le temps, les fibres élastiques vont se rompre, ne vont pas être remplacées, mais on va avoir accumulation, à l'inverse, de collagène, qui est rigide et pas élastique, et de calcium, des dépôts calciques. Cette diminution de la compliance des artères va se manifester, entre autres, par une épaisseur intima média qui va augmenter progressivement avec l'âge de manière physiologique. Cela se fait sur l'aorte, sur les grosses artères et évidemment sur l'artère pulmonaire. Fort de cette perte de la compliance aortique, on va se retrouver avec une problématique sur l'effet Wien-Kessel qu'on a bien décrit tout à l'heure et qu'on va revoir ici, avec notamment une augmentation de la vitesse de l'onde de pouls. En effet, vous savez que les ondes mécaniques vont se propager d'autant plus rapidement que l'élément dans lequel ils doivent se propager est dense. Et donc, on va avoir sur cet arbre artériel qui est devenu plus rigide, une vitesse d'onde de pouls qui va être augmentée d'un facteur 2 à 3. Vous avez là représenté en bas à droite les vitesses d'onde de pouls sur différents âges, et on est toujours en physiologie. On est sur des adultes jeunes avec une vitesse d'onde de pouls de l'ordre de 5 mètres par seconde, et on va monter jusqu'à des vitesses de 10-15 mètres par seconde avec l'âge qui avance en physiologie. Cette diminution de compliance de l'aorte et cette augmentation de la vitesse de l'onde de pouls va être responsable d'une augmentation en physiologie de la pression artérielle systolique, d'une dilatation progressive de la structure aortique, notamment de son culot, d'une diminution de la pression artérielle diastolique. On va voir en raison du retour de l'onde de pouls trop précocement. Ce retour de l'onde de pouls qui, en physiologie, on l'a dit juste avant, se fait en diastole, va se faire cette fois-ci pendant la systole, avant la fermeture de la valve aortique. On se retrouve du coup avec un surcroît de pression en systole dû à ce retour de l'onde de pouls qui va, comme vous allez le voir ici, sur un modèle de système artériel qui n'est plus d'un sujet jeune mais d'un système âgé où la compliance aortique a été remplacée par un tube rigide. On se retrouve avec toujours une pompe pulsatile qui cette fois-ci ne va envoyer un flux dans un système qui n'est plus capable de démoduler le flux pulsé. Vous voyez que chez le sujet âgé, les organes vont avoir tendance à avoir un flux discontinu. Et par ailleurs, vous comprenez que la disparition du ballon de baudruche est responsable d'un comportement très différent de la pression artérielle dans le système artériel, avec une pression artérielle systolique qui monte énormément, jusque 3 bars ici, et à l'inverse, pendant la diastole, on n'a quasiment plus aucune pression dans le système artériel, et donc une différentielle très importante qui est observée en physiologie chez le sujet âgé et qui va avoir tendance à léser l'endothélium vasculaire et mal perfuser les organes. Encore une fois,
une grande partie de la problématique est représentée par le retour trop précoce de l'onde de pouls. Si on compare le profil de pression qui règne dans le culot aortique chez un sujet jeune et chez un sujet âgé, on a à la faveur du retour de l'onde de pouls en fin de systole, une augmentation de la post-charge du ventricule gauche qui en plus se fait à un mauvais moment. On appelle ça une surcharge de pression en fin de systole qui va intrinsèquement perturber le myocarde, induire chez lui un processus de remodelage concentrique, on va y revenir, avec un épaississement des cellules cardiomyocytaires, et puis va induire un trouble de relaxation du muscle cardiaque. Parce qu'il se contracte mal, le myocarde va mal se relâcher. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va observer très facilement en échocardiographie. Vous savez peut-être que le flux transmitral qui correspond au flux des globules rouges qui remplissent le ventricule gauche, eh bien, chez un sujet jeune, vous avez ici le temps qui défile en abscisse et en ordonnée, la vitesse de déplacement des globules rouges. Vous voyez que ce flux transmitral est un flux avec deux moments. Un premier moment qu'on appelle le remplissage passif du ventricule gauche et un deuxième moment qui correspond au remplissage actif du ventricule gauche secondaire à la contraction atriale. Eh bien, en physiologie, chez le sujet jeune, les 2/3 du remplissage ventriculaire gauche se font à la faveur du remplissage passif, le tiers restant étant au bénéfice de la contraction atriale. Eh bien, avec l'âge qui avance et la rigidification de l'arbre artériel et la surcharge tardive en pression pendant la systole, eh bien, on observe un trouble de relaxation qui s'installe. C'est quelque chose de tout à fait physiologique à partir de 55, 60, 65 ans, en fonction de l'âge physiologique finalement des artères, de l'âge des artères, eh bien on se retrouve avec une inversion du rapport de force entre le remplissage passif et le remplissage actif, à savoir une baisse de l'amplitude du remplissage passif à la faveur d'un remplissage actif qui devient plus prégnant dans le rôle qu'il joue pour le bon remplissage des ventricules. Vous comprenez du coup que chez le sujet âgé, on va avoir, parce que la systole atriale joue un rôle important dans le remplissage ventriculaire, gauche en l'occurrence, eh bien on va avoir un impact majeur de la perte de la systole atriale lorsque, par exemple, on rentre en fibrillation atriale, le retentissement sur la qualité de la mécanique ventriculaire va être très important, plus que chez le sujet jeune en tout cas. Conséquence également du profil de pression dans le culot aortique perturbé, modifié pendant le vieillissement en physiologie, c'est la diminution de la perfusion coronaire. Les coronaires sont perfusés en diastole, pardon, et donc, c'est bien la pression diastolique qui perfuse les artères coronaires. Vous voyez qu'en physiologie, chez le sujet jeune, le petit bump, la petite surpression du retour de l'onde de pouls en diastole permet la perfusion coronaire. Et bien, le fait que ce retour de l'onde de pouls se fasse trop précocement sur le cycle cardiaque et donc pendant la systole chez le sujet âgé va entraîner une baisse tout simplement de la perfusion coronaire avec du coup notamment pendant les phases de tachycardie qui vont impacter, diminuer le temps de la diastole, un moment où le myocarde va être en vulnérabilité à l'ischémie. Cette petite diapositive pour qu'on se rappelle que effectivement le myocarde est perfusé quasi exclusivement pendant la diastole. On imagine que le myocarde est une éponge avec des cardiomyocytes et un réseau vasculaire. Évidemment, pendant la systole, lorsque le myocarde se contracte sur lui-même, eh bien, le sang n'arrive pas à le pénétrer, et c'est bien pendant la diastole que le myocarde est perfusé. Et donc, on se retrouve chez ces sujets âgés à la faveur de la baisse de la perfusion euh, coronaire pendant la diastole, avec une susceptibilité anormalement importante du sujet âgé à l'ischémie myocardique. Tout ce qu'on vient de décrire s'est concentré sur la circulation systémique et l'interaction entre le ventricule gauche et l'aorte. Les mêmes observations sont faites sur les artères pulmonaires et la petite circulation pulmonaire. On a, avec l'âge qui avance, une diminution de la compliance
de l'artère pulmonaire et de ses branches, et, comme vous le voyez en bas à droite sur la diapositive, une augmentation physiologique avec l'âge de la pression artérielle pulmonaire systolique au repos. Ceci va également s'observer à l'effort. Vous savez peut-être que l'évaluation à l'effort de la pression artérielle pulmonaire se fait de manière relativement simple, notamment pendant une échocardiographie d'effort, et que ça a été un paramètre qui a été assez utilisé il y a 10-15 ans pour appréhender et comprendre une dyspnée à l'effort, notamment dans le cadre de valvulopathie. Eh bien, on doit savoir et on doit garder en tête que il est physiologique qu'il y ait une augmentation de la pression artérielle pulmonaire moyenne pendant un effort et que ça se manifeste particulièrement chez les sujets âgés de manière tout à fait physiologique et en l'absence de symptomatologie dyspnéique ou de valvulopathie sévère, rendant cet indice relativement compliqué à utiliser d'ailleurs. Le remodelage concentrique du ventricule gauche, conséquence de la rigidification de l'arme artérielle, s'observe chez le sujet âgé en l'absence de pathologie par un épaississement progressif des parois du ventricule gauche qui va rester cependant dans des valeurs normales, c'est-à-dire on va garder en physiologie une épaisseur des parois du ventricule gauche inférieure à 12 mm. En parallèle à cet épaississement des parois, le myocarde va modifier, le ventricule gauche va modifier sa géométrie et passer de la forme d'un ballon de rugby chez le sujet jeune à un ballon de foot. On va dire que le ventricule gauche va augmenter son index de sphéricité. Ceci se fait sans augmentation de masse du ventricule gauche. En effet, on va le voir, le ventricule gauche, avec l'âge, va perdre en nombre de cardiomyocytes. Cependant, les cardiomyocytes, chaque cellule va être plus grosse. Et donc, globalement, on va avoir aucun effet sur la masse ventriculaire gauche. On va avoir cependant ce qu'on appelle une hypertrophie du cardiomyocyte. Chaque cellule cardiomyocytaire va présenter un aspect différent, va être plus grosse. En pratique, elle va s'épaissir en largeur. Cet épaississement en largeur du cardiomyocyte qui est présent en physiologie du vieillissement se rapproche de ce qu'on peut observer, mais c'est dans une moindre mesure, c'est ce qu'on peut observer également dans l'hypertension artérielle ou toute situation de post-charge ventriculaire gauche chronique. Pour que ce cardiomyocyte s'épaississe, eh bien, il va mettre en route ce qu'on appelle un phénotype de remodelage fœtal, caractérisé par l'expression de certaines protéines du sarcomère, certaines isoformes de la pompe cerca que vous savez être impliquées dans le repompage du calcium en diastole. Et ces isoformes, ces protéines qui vont être réexprimées ou exprimées dans le cœur du sujet âgé, vont avoir tendance à perturber la relaxation du muscle cardiaque et participer aussi à ce trouble de relaxation qui s'installe avec l'âge, comme on l'a vu précédemment. Trouble de relaxation du ventricule gauche, on l'a décrit. Ce trouble de relaxation du ventricule gauche se manifeste, vous avez ici la vitesse des globules rouges, et donc un indice finalement de la quantité de sang qui est rempli le ventricule gauche pour l'onde E en protodiastole, au début de la diastole, c'est-à-dire pendant la phase du remplissage passif, et en fin de diastole, c'est-à-dire pendant la contraction atriale pour l'onde A. Chez le sujet jeune, on l'a dit, l'onde E est plus grande que l'onde A, avec un rapport E sur A supérieur aux alentours de 2. Avec l'âge qui avance, vous voyez que la vitesse de l'onde E diminue progressivement et qu'à l'inverse, on a une augmentation progressive de la vitesse de l'onde A. En d'autres termes, le rapport E sur A va baisser avec l'âge de manière tout à fait physiologique, avec un rapport qui va s'inverser aux alentours de 60 ans et qui va être le témoin d'un rôle de plus en plus important du remplissage actif pour remplir le ventricule gauche et en pratique d'un trouble de relaxation du muscle cardiaque qui s'installe. Au passage, ce rapport E sur A qui s'inverse va s'accompagner d'une élévation progressive, mais qui reste physiologique, de ce qu'on appelle le rapport E sur E'. Vous verrez ça dans les comptes rendus d'échocardiographie, qui est un indice de pression télédiastolique du ventricule gauche.
Si ce ratio a tendance à s'élever tout doucement avec l'âge, il reste dans des valeurs physiologiques, c'est-à-dire inférieures à 14. Donc, pas d'élévation pathologique, évidemment, en physiologie du vieillissement, au niveau des pressions de remplissage du ventricule gauche. D'ailleurs, le volume de l'atrium gauche reste constant avec l'âge. On n'a pas de dilatation physiologique de l'oreillette gauche chez l'homme, avec des valeurs qui restent stables aux alentours de 25 millilitres par mètre carré en moyenne dans des grandes populations, qu'elles soient jeunes adultes ou plutôt âgées, par exemple de plus de 70 ans. En d'autres termes, si j'observe une dilatation atriale gauche chez un patient, je considère que c'est quelque chose qui est anormal et témoin d'une élévation pathologique des pressions de remplissage, même chez le sujet âgé. Si la relaxation ventriculaire qui correspond au temps de la diastole est perturbée de manière physiologique pendant le vieillissement cardiovasculaire, à l'inverse, la fonction systolique est peu impactée. En tout cas, au repos, il n'y a pas d'altération de la fraction d'éjection avec l'âge qui avance, comme vous le voyez ici. Ce qui va être perturbé va être le mouvement de torsion que le myocarde génère pendant la phase de systole. C'est schématisé ici. Vous avez le ventricule gauche qui est schématisé comme une ogive d'obus avec sa base et son apex. En physiologie, chez le sujet jeune notamment, pendant la contraction, le myocarde a l'apex qui va tourner dans le sens anti-horaire par rapport à la base, comme ce qui va générer un mouvement comme une wassingue, une serpillière plutôt, et ce qui va faciliter l'éjection ventriculaire gauche, notamment pendant l'effort. Et le mouvement inverse s'observe pendant la diastole, ce qui favorise le travail, le remplissage passif. On a une espèce d'aspiration dans la cavité ventriculaire gauche qui va s'installer. Ça, c'est de la physiologie de la contraction du muscle cardiaque chez le sujet jeune. Eh bien, on doit savoir que pendant le vieillissement cardiovasculaire, à la faveur de la diminution du nombre de cardiomyocytes, notamment au niveau de l'endocarde, on va avoir une diminution de la performance de torsion du muscle ventriculaire qui va impacter les performances du ventricule gauche sur les exercices. Caractéristique importante qu'on doit avoir en tête du cœur vieillissant, c'est l'absence de réserve contractile à l'effort. Cette absence de réserve contractile à l'effort, donc cette incapacité du ventricule gauche et du ventricule droit en conséquence à générer un débit cardiaque qui va être augmenté fortement par rapport au repos, cette réserve contractile à l'effort est diminuée en raison de l'absence de réactivité au stimulus adrénergique. La fraction d'éjection ne va pas monter normalement, parce qu'il y a une diminution de la quantité de récepteurs à l'adrénaline chez le sujet âgé, et puis parce que la fréquence cardiaque est bridée pendant un effort chez le sujet âgé. Vous savez que la fréquence maximale théorique qui est générée par un nœud sinusal est calculée de manière assez fidèle en retranchant l'âge à 220. Donc, par exemple, quelqu'un qui a 20 ans va avoir un nœud sinusal qui va sans souci accélérer jusqu'à 200 coups par minute. À l'inverse, quelqu'un de 100 ans ne peut pas espérer avoir un nœud sinusal qui va au-delà de 120 coups par minute. Donc évidemment, ça va impacter puissamment le débit cardiaque maximum qu'on peut observer pendant un effort. C'est en grande partie, mais pas que, la raison pour laquelle, avec l'effort, avec l'âge qui avance, pardon, en abscisse ici sur les schémas, vous observez une diminution du pic de VO2 en physiologie qui est inéluctable, qui débute à partir d'une trentaine d'années. On a chez l'homme et chez la femme une diminution du pic de VO2 qu'on peut théoriquement observer de manière physiologique chez un homme et chez une femme. Évidemment, c'est dû à l'appareil cardiovasculaire et également à une diminution de la masse musculaire périphérique. Dernière caractéristique de l'appareil cardio-circulatoire qui vieillit de manière physiologique, c'est l'installation de zones de fibrose au niveau des valves et de calcification qui pourra évidemment faire basculer le patient en pathologie.
Alors, vous avez là l'exemple d'une échocardiographie avec le ventricule gauche qui correspond à l'ogive d'obus qu'on a représenté tout à l'heure, avec la pointe du ventricule gauche ici qui est en dehors de l'image. La peau du patient est ici en haut, on pose la sonde, on observe l'atrium gauche, la valve mitrale qu'on voit se déplacer, le ventricule gauche, la valve aortique et le culot aortique. Là, c'est le ventricule droit. Et vous voyez qu'ici, sur cette valve mitrale, s'est installé quelque chose de très échogène, très blanc, qui correspond à des dépôts de calcium, en fait, qui va potentiellement, si ça devrait augmenter encore, faire rentrer le patient dans une pathologie de type fuite mitrale ou rétrécissement mitral, évidemment. Autre vue de cette calcification, vous avez ici le ventricule gauche comme un obus, avec la pointe du ventricule gauche, sa base, l'atrium gauche, la valve mitrale, et vous voyez qu'il y a une des valvules de la valve mitrale qui est complètement enchâssée dans des calcifications. Donc c'est quelque chose qui va se développer chez tout le monde, mais de manière plus ou moins importante, plus ou moins précoce dans la vie, et qui va pouvoir aboutir potentiellement à des pathologies valvulaires. Vous avez là l'exemple également de la valve aortique. La valve aortique, normalement, est quelque chose de relativement souple. Les feuillets valvulaires sont relativement souples et élastiques, ce qui permet d'avoir une bonne continence quand les valvules sont l'une contre l'autre. Et bien, avec l'âge, les valvules deviennent rigides et vont se toucher du bout des valves, en quelque sorte. Et on observe quasiment tout le temps chez les sujets âgés, au-delà de 65-70 ans, une fuite aortique au centre, qui est matérialisée ici par cette flamèche en couleur, alors que la valve est fermée et que les deux valvules ont l'air de bien se toucher. En fait, la zone de coaptation des valvules est trop faible en raison de la fibrose qui s'installe sur les valvules, et ceci entraîne ce qu'on appelle une restriction valvulaire et une petite fuite centrale qui est quasiment du domaine de la physiologie et sans conséquence sur le ventricule gauche. Alors, toutes ces caractéristiques qui sont listées ici ont exposé le patient âgé particulièrement à certaines pathologies. On va en évoquer que quelques-unes. Évidemment, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, à la faveur notamment du remodelage qui va s'installer dans le muscle cardiaque. La sclérose aortique qui va pouvoir aller jusqu'au rétrécissement aortique avec une valve aortique. Là, vous avez l'exemple d'un patient qui va présenter une pathologie de type sténose valvulaire aortique, avec un muscle ventriculaire gauche qui va s'hypertrophier, qui va devenir épais, qui va présenter certes une bonne fraction d'éjection, mais une relaxation et un remplissage qui va être complètement pathologique, responsable d'une élévation des pressions de remplissage dans le ventricule gauche, d'une dilatation atriale gauche et d'un syndrome d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, en l'occurrence compliquant une valvulopathie aortique sténosante, que vous savez être une valvulopathie fréquente, très fréquente, même chez les sujets âgés. Petite particularité sur ce cœur de sujets âgés, on a, parce que il y a un remodelage, une tendance au remodelage concentrique du ventricule gauche et une sphéricisation du ventricule gauche avec un angle qui va se modifier entre l'axe du ventricule gauche et le culot aortique. On a tendance à avoir un encombrement de la zone ici qu'on appelle la chambre de chasse du ventricule gauche et tendance à avoir des obstructions intraventriculaires gauche, c'est-à-dire que le ventricule va finalement se contracter sur lui-même et empêcher le sang de sortir correctement de sa cavité. On observe ça et ça pose problème tout particulièrement dans le contexte de la cardiopathie de stress dite de Takotsubo. Vous avez là la représentation d'un flux transmitral chez le sujet âgé, avec en abscisse le temps qui défile en ordonnée, la vitesse de déplacement des globules rouges. Vous voyez qu'il y a une onde E protodiastolique qui est devenue plus petite que l'onde A télédiastolique. C'est le trouble de relaxation. Encore une fois, c'est de la physiologie du vieillissement à partir de 60 ans. On va passer sur celle-ci pour se concentrer sur cette échographie cardiaque pour que vous l'ayez vue au moins une fois dans votre vie et que vous compreniez bien les comptes rendus qui peuvent être faits. Vous avez là la même coupe que tout à l'heure avec un ventricule gauche, une valve mitrale, l'obus ventriculaire gauche, la valve aortique ici. Vous avez la pointe donc, du ventricule gauche et sa base.
Et ce que vous observez ici, c'est qu'il y a des anomalies de contraction du ventricule gauche qui sont de topographie très, très spécifique, à savoir, vous avez la base du ventricule gauche de l'obus qui se contracte très bien, et à l'inverse, tout l'apex ventriculaire gauche qui ne se contracte plus du tout, donnant en systole, quand c'est contracté, la forme de la cavité ventriculaire, donnant à la cavité ventriculaire cette forme en vase qui a fait penser aux Japonais à un piège à poulpe, d'où le mot takotsubo, et qui est un aspect caractéristique en imagerie observé dans les cardiopathies de stress intense. Ça peut être observé par exemple lors d'un accident, lors d'un décès. Les patients âgés sont particulièrement exposés à ce genre de cardiopathie de stress. Ça donne, comme vous le voyez, une anomalie de contraction du ventricule gauche importante. Il va y avoir un mauvais moment à passer pour les patients, et ça se présente comme un infarctus du myocarde dans le territoire de l'IVA, avec un sus-décalage du segment ST, avec une élévation des troponines, mais l'absence de lésion coronaire. Et cet aspect échocardiographique caractéristique, la particularité, c'est que au bout de quelques semaines, le myocarde va récupérer complètement. On a une restitution ad intégrante de la fonction ventriculaire gauche, et donc le challenge pour nous, en cas de diagnostic de cardiopathie de stress ou syndrome de Takotsubo, ça va être de passer les quelques semaines avec une dysfonction ventriculaire gauche importante et que ces patients âgés puissent passer le mauvais moment en quelque sorte. Une échographie cardiaque pour illustrer le syndrome d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc ce qu'on appelle plutôt fraction d'éjection normale, donc au-dessus de 50%, avec des petits ventricules qui se contractent parfaitement, mais à l'inverse, une énorme oreillette gauche, témoin de l'élévation chronique des pressions de remplissage du ventricule gauche. Et on sait que l'élévation chronique des pressions de remplissage du ventricule gauche retentit d'abord sur l'oreillette gauche, mais qu'il va à terme augmenter la pression dans l'artère pulmonaire, et du coup dilater le ventricule droit, que vous voyez être plus gros que le ventricule gauche, et puis dilater au final l'atrium droit, qui va devenir énorme, et on va se retrouver avec des patients qui présentent non pas seulement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui concerne le cœur gauche, mais également de l'insuffisance cardiaque droite. Au passage, l'HFPEF est imaginé chez ces sujets âgés comme un vieillissement physiologique trop important et trop précoce dû à une rigidité de l'arbre artériel. On a en quelque sorte un syndrome d'hypervieillissement de l'appareil cardio-circulatoire qui aboutit à cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Voilà ce que je souhaite que vous reteniez de la physiologie du vieillissement cardiovasculaire. Le premier élément déclencheur, et c'est le fil rouge ensuite qu'on a pu suivre, c'est la diminution de la compliance de l'aorte et des grosses artères, responsable d'une augmentation de la pression pulsée, responsable d'une augmentation de la vitesse de déplacement de l'onde de pouls. Cette dernière est responsable d'un remodelage concentrique du ventricule gauche, sans augmentation de masse, puisqu'on a en fait une perte du nombre de cardiomyocytes, mais un épaississement à titre individuel de chaque cardiomyocyte. Cette perte de la physiologie du retour de l'onde de pouls, et ce retour de l'onde de pouls trop précoce pendant la dernière phase de la systole est responsable directement d'un trouble de la relaxation du ventricule gauche, et donc d'un rôle important du remplissage du ventricule à la faveur de la contraction atriale, d'où la catastrophe que représente le passage en fibrillation atriale chez ces sujets âgés, puisqu'on a à ce moment-là une perte de la systole atriale. On retient que la fonction systolique est peu impactée au repos chez le sujet âgé, d'ailleurs que la fraction d'éjection du ventricule gauche va rester stable. À l'inverse, on a une perte des performances contractiles du myocarde ventriculaire gauche pendant un effort, avec notamment une diminution de la performance de torsion due à la perte des cardiomyocytes sur la zone sous-endocardique, en particulier. Impact majeur de la diminution de la fréquence maximale théorique que peut atteindre le nœud sinusal chez les sujets âgés, ce qui va brider effectivement la capacité à faire un effort, et ce qui va être responsable de la diminution du pic de VO2 en physiologie avec l'âge qui avance. On sait aussi
que l'appareil cardio-circulatoire au sens large va présenter des calcifications et des fibroses, notamment au niveau des éléments valvulaires, ce qui va être le lit potentiellement, lorsque ces processus se font de manière trop importante, trop intense, de sténose valvulaire, de fuite valvulaire et éventuellement d'une rigidification du myocarde qui fait le lit du syndrome d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée que vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup chez les sujets âgés. Je vous remercie pour votre attention et malheureusement le format ne permet pas de questions-réponses.